Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Donc effectivement, on va s'intéresser à l'autre partie du traitement des médicaments antidiabétiques et donc tout ce qui est à base d'insuline. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec le sujet. Alors, si on parle des insulines qu'on donne aux patients, il faut parler bien sûr de l'insuline endogène qui a été découverte il y a une centaine d'années et qu'on a beaucoup de mal à égaler parce qu'elle est particulièrement régulée dans l'organisme et avec une action, enfin régulée avec bien sûr la glycémie. Alors, pour résumer, la sécrétion physiologique de l'insuline par le pancréas, elle se compose d'une insulinémie basale, c'est-à-dire que le pancréas sécrète en permanence de l'insuline pour maintenir un taux d'insuline constant, de base, on va dire, et puis associé à des pics qu'on appelle les pics postprandiaux qui sont bien sûr qui vont se déclencher après la prise des repas. Là, je vous ai mis les trois principaux repas. Chez le patient diabétique, dans le diabète de type 1, cette sécrétion devient inexistante par la destruction de ces îlots de Langerhans. Le patient a une insulinopénie, donc il n'est plus capable de produire ni son insulinémie basale, ni ses pics postprandiaux. Et dans le diabète de type 2, la sécrétion de l'insuline est altérée. Et donc, on va avoir des dysglycémies, le plus souvent des hyperglycémies d'ailleurs, mais qui peuvent aussi être associées chez les patients diabétiques avec des hypoglycémies. Et donc, il va falloir, quand on n'a plus cette régulation qui se fait correctement, il va falloir mesurer la glycémie. Donc, différents modes de surveillance de la glycémie. D'abord, la mesure de la glycémie plasmatique, c'est le gold standard, en préférant la mesure artérielle à la mesure veineuse, qui est faite au laboratoire ou maintenant sur les appareils délocalisés. C'est la mesure, on va dire, de référence. Et puis, le développement ces dernières années des capteurs de mesure de glucose interstitielle. Alors, il y en a un qui est très ancien que vous connaissez, c'est la bandelette qu'on a à l'hôpital le plus souvent, et sont apparus avec un développement vraiment très important les fameux patchs qui ont une durée de vie à peu près 2 semaines, que vous avez sur la photo du milieu, où le patient a un patch qui se pose pour une quinzaine de jours, et il va avoir une lecture en continu, quasiment, enfin une surveillance continue de sa glycémie. Et puis, quelques patients ont des implants qui sont reliés à des transmetteurs. Et de la même façon, ils ont régulièrement, autant qu'ils le veulent, des chiffres de glycémie. Alors, ce mode, la mesure continue du glucose interstitiel, c'est à l'équipe quasiment tous les patients maintenant qui ont une pompe à insuline ou un schéma basal-bolus. Puisqu'il existe une corrélation entre la mesure de la concentration de glucose interstitielle et celle du glucose plasmatique. Donc les différents capteurs de mesure continue du glucose, que j'ai appelé MCG pour être pour faire plus court, ils ont des avantages. C'est très pratique, c'est une surveillance qui est dynamique. Et puis, ça a facilité clairement le confort, ça a amélioré le confort et l'observance des patients avec un meilleur contrôle glycémique, puisque les patients qui n'avaient pas envie de se piquer pour faire des bandelettes le font beaucoup plus facilement. Quelques inconvénients quand même. Attention, la corrélation n'est pas instantanée. Il faut environ 10 minutes pour qu'il y ait l'équilibre entre le glucose interstitiel et le glucose plasmatique. Donc, sur les grands changements, il faut faire attention. Il y a un temps d'équilibration. Ça nécessite de plus en plus le mobile du patient ou un terminal externe qui est peu accessible à l'équipe soignante. Donc attention, ces patients qui ont ces mobiles, qui vous disent non, je le garderai, c'est pas si simple parce que si on n'a pas l'appareil pour le mesurer, on ne peut pas le faire. Et puis, attention aux valeurs qui peuvent être altérées dans des circonstances particulières qui sont très fréquentes au bloc opératoire, la vasoconstriction, l'œdème, la déshydratation, et puis certains médicaments, dont le paracétamol. Je vous ai mis ici une étude qui montre, alors c'est une étude qui est chez des patients en soins critiques, mais qui était ventilée, qui avait de l'insuline pour maintenir une glycémie entre 6 et 10, et qui avait un petit peu de noradrénaline, des petites doses, donc ça ressemble beaucoup à nos patients au bloc opératoire. Et donc les auteurs ont retrouvé
Quand ils ont corrélé la mesure du glucose que vous avez en abscisse par un gaz du sang artériel à celle de la mesure du glucose en continu, vous voyez qu'il y a une certaine quand même disparité de ces mesures. Ce n'est pas parfait avec des écarts. Et quand ils ont mis ces mesures sur une grille d'erreur de Clark, vous voyez qu'apparaissent, si 80% des mesures sont en zone A, donc plutôt bien, avec une bonne corrélation, il en reste quand même plus de 20% qui sont en zone B ou plus. Et il y a des mesures qui peuvent nous faire peur. Celle-ci, ça conduirait à une surcorrection du patient, alors que celle-ci conduirait à une sous-correction. Donc attention, dans les situations du patient diabétique à la maison, c'est parfait. Et c'est les patients, il faut qu'ils aient ça. Au bloc opératoire, on se méfie. On a le gaz du sang très facile pour regarder l'hémoglobine. Et faites-le. Le petit papier que vous sortez, jetez un œil à la glycémie. On regarde toujours l'hémoglobine et le lactate, mais il y a une ligne intermédiaire où il y a la glycémie. Il faut s'en servir. Alors maintenant, les insulines. Il y a différentes insulines qui sont utilisées. Les insulines d'action rapide, c'est depuis maintenant quelques années les analogues de l'insuline donc d'action rapide, lispro, aspartate, glusiline, très facile à manier, une durée d'action de 3 heures qui agissent assez vite en 15 minutes. Associées à ces insulines rapides, enfin d'action rapide, les insulines d'action prolongée. Celles qui sont les plus classiques, c'est Détémir, qui a une durée d'action de 18 heures et donc qui nécessite 2 injections par jour. Mais la plupart des patients ont plutôt de la glargine, la fameuse Lantus, qui a une durée d'action de 24 heures et donc une injection par jour. Mais le patient, c'est vraiment 24 heures et le patient doit se refaire avec peu de flexibilité l'injection suivante à un horaire fixe. C'est amélioré, il y a plus de souplesse avec le Déglutec puisque sa durée de vie est de 42 jours. Les insulines intermédiaires sont de moins en moins utilisées. Et puis il y a quelques mélanges, là aussi de moins en moins utilisés, qui associent à une action rapide, une insuline d'action rapide et une insuline d'action prolongée. Alors, les modes d'administration de l'insuline, bien sûr, c'est l'insuline intraveineuse, celle qu'on va faire au bloc opératoire ou en unité de soins critiques, mais pas dans les services de chirurgie où il n'y a pas la possibilité de faire des glycémies horaires, et donc c'est un mode d'administration qui serait dangereux, mais qui a l'avantage pour le péropératoire ou le périopératoire d'être très efficace. Je vous ai remis ici l'insulinothérapie, le schéma d'insulinothérapie intraveineuse qu'on avait proposé dans les fiches pratiques SFAR SFD en 2018, qui marche toujours très bien. Tous les canaux à Bicêtre, on l'a gardé et on en est plutôt satisfait. La dilution, c'est 1 unité par millilitre dans du sérum de NaCl à 0,9%. Et donc, c'est un protocole dynamique où la vitesse d'insuline va augmenter ou diminuer selon les glycémies. Ensuite, c'est les modes d'injection en sous-cutané. Alors, au stylo, les multi-injections ou le schéma basal-bolus. On se rappelle le schéma basal-bolus. Le patient se fait une injection de basal qui va refaire souvent le soir, au moment du dîner d'ailleurs, tous les soirs, il se refait son injection. Et comme donc on va prendre le patient diabétique de type 1, qui est le patient qui est insulinopénique, à chaque fois qu'il mange, il va se faire un bolus pour le repas, associé éventuellement à un bolus correcteur s'il est hyperglycémique au moment où il va faire sa glycémie. Et puis à chaque repas, il se fait un bolus. Voilà, c'est ça le schéma basal-bolus. Vous connaissez maintenant normalement plutôt bien. Ce schéma, vous le savez, il est indispensable à la survie du patient porteur d'un diabète de type 1 est très utile chez le patient porteur d'un diabète de type 2. Il faut le connaître, il faut le maîtriser, car c'est le schéma de remplacement dans toutes les situations. À côté, donc, le schéma basal-bolus, c'est à peu près 30% des patients diabétiques actuellement. 70% ont une pompe. Donc, vous avez plus de chances de rencontrer un patient diabétique avec une pompe qu'avec un schéma basal-bolus. Alors, les pompes, ça fait peur et on dit, on la garde. C'est à peu près ce que j'entends chez mes collègues. Non, mais c'est pas grave, on la garde. On la garde, oui, mais on va voir que c'est pas si simple. Alors, 2 types de pompes.
les pompes filaires et les pompes sans tubulure, peu importe, c'est juste il y en a un où il y a une tubulure et pas l'autre, c'est un patient sur deux à l'un ou l'autre. Donc la pompe à insuline, comment ça marche? Là, ça reproduit encore mieux le schéma physiologique du pancréas, avec un débit basal de jour qui est souvent un petit peu plus important que le débit basal de nuit. Ça, c'est réglé dans la pompe, ça se passe tout seul. Et le patient diabétique, à chaque fois qu'il mange, il va se faire un bolus, alors qu'il va faire en sous-cutané à travers sa pompe, en augmentant le débit, où c'est des bolus pré-réglés, et ça va envoyer donc un bolus pour couvrir les repas et éventuellement se corriger en plus si besoin. Donc ça, c'est le schéma classique de la pompe. Sont apparues ces dernières années ce qu'on appelle les boucles fermées hybrides. Alors là, c'est genre, on n'a plus besoin de s'en occuper. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. D'abord, qu'est-ce que c'est la boucle fermée hybride? C'est un capteur de glucose, une pompe à insuline filaire ou sans tubulure, c'est pareil, ça ne change rien. Et puis un algorithme qui est ou dans la pompe, c'est le schéma de gauche, ou dans le mobile, avec donc ce terminal spécifique sur lequel le patient va recevoir ses glycémies et qui va communiquer ensuite avec la pompe. Donc cette pompe, elle est récente, en tout cas, elle a été mise sur le marché récemment en France, c'est plutôt les années 2020, avec un algorithme qui est programmé pour s'adapter aux glycémies ou en augmentant voire en arrêtant momentanément le débit, l'administration d'insuline, ou en diminuant, ou en l'augmentant si on a une élévation de la glycémie. Il va la diminuer, voire l'arrêter si il prévoit, il y a une estimation, on a vu qu'il y avait des estimations avec ces capteurs, s'il y a une estimation du risque d'hypoglycémie dans les 20 minutes. Selon les glycémies, le capteur voit les glycémies baisser, donc il estime un risque, et donc à ce moment-là, il va communiquer avec la pompe, et le débit de la pompe va s'arrêter. Mais ça reste un système hybride qui n'est pas complètement autonome. Donc on n'a pas encore la boucle fermée, puisque le patient doit programmer ses bolus pour le repas, qu'on appelle assistant bolus, comme on a vu tout à l'heure, et qui doit renseigner aussi sur son activité physique. Un patient qui va faire le marathon, forcément, il va avoir des besoins en insuline qui vont diminuer parce qu'il va avoir une consommation de glucose plus importante. Donc, il doit absolument renseigner l'activité physique qu'il fait. Donc, vous voyez que ce n'est pas encore complètement fermé et qu'on n'a toujours pas réussi à fermer cette boucle. L'utilisation large est à attendre parce que c'est encore plus efficace que les pompes, ça améliore encore plus l'hémoglobine glyquée. Les patients passent plus de temps dans la cible entre 0,7 g et 1,8 g avec des hypoglycémies qui sont réduites de 50%. Et puis surtout, c'est utilisable dès l'âge de 2 ans avec un terminal qui est géré par les parents, sur le portable des parents, et qui facilite énormément la vie des enfants diabétiques. Donc il y a quelques risques à ces pompes, et en fait, quel que soit le modèle, que ce soit une boucle fermée ou une pompe classique, il y a des risques qu'il faut connaître, qui sont liés au matériel, les dysfonctionnements du capteur, de la pompe, et puis les problèmes d'insertion, de coups durs, d'obstruction, de déconnexion de la tubulure et du cathéter. Et des problèmes liés aux patients, des risques liés aux patients. Tous les patients qui ne peuvent pas gérer leur pompe, qui ont des troubles de la conscience ou de la vigilance, c'est problématique parce qu'ils ne vont pas pouvoir communiquer avec leur pompe et leur débit d'insuline. L'arrêt de pompe, c'est le risque si on a ce qu'on vient de voir, c'est un risque d'acidocétose en 2-3 heures. C'est catastrophique pour un patient qui présente un diabète de type 1, et Carole va, je pense, nous en reparler. Pas de carence en insuline acceptable pour ces patients, c'est un risque vital pour eux, et donc il faut faire un relais immédiat par de l'insuline, ou une insuline lente en sous-cutanée ou une insuline IVSE. Si le patient est hypoglycémique, on le resucre, mais on n'arrête pas, ou que très momentanément, l'insuline. Alors, en pratique, maintenant, comment on fait ? Je vous ai montré le matériel, les différentes insulines, comment on monitore tout ça, mais comment on fait ?
Donc on avait mis en 2018 ces recommandations, Dan les a déjà montrées, où on avait mis pas d'arrêt de la pompe pour une chirurgie avec moins d'un repas jeûné, puis on l'arrête quand on a une chirurgie mineure ou majeure. Bon, moi je suis appelée au quotidien par mes collègues pour savoir, oui mais dans cette chirurgie, est-ce que tu crois que je peux garder la pompe, pas la pompe? Oui mais quand même, voilà. Donc j'ai essayé de reprendre les situations classiques. Alors d'abord le schéma basal-bolus. Le patient, il a son injection de basal qui court et on va regarder la période préopératoire, péropératoire, la salle de réveil et puis ce qui se passe en post-opératoire avec les différentes choses à faire. Ça reprend les fiches qu'il y avait, il n'y a rien de nouveau. Je les présente juste un tout petit peu différemment. Donc, on a un patient qui a un schéma basal-bolus, qui, avec un bloc qui va se passer, vous voyez, qui va commencer en milieu de matinée, durer 4-5 heures, et qui va imposer donc un jeûne de plusieurs repas. Il a de l'insuline circulante, donc il faut compenser son jeûne, et on va lui mettre du glucosé, 100 grammes par jour, à peu près, hein, c'est ce qui est recommandé, du G10, 100 ml/h, ça fait l'affaire. Ce patient, on va bien sûr le monitorer. Avant le bloc opératoire, lui, il se monitore toutes les 4 heures. Au bloc, glycémie horaire. On est dans une situation qui risque d'être déstabilisée. Il faut surveiller de façon horaire les glycémies. Et puis en post-opératoire, si tout va bien, il reprendra ses surveillances. Alors si par le stress, par des médicaments arrêtés, il est hyperglycémique, il va se faire un bolus correcteur. On va lui faire un bolus correcteur avant de descendre au bloc opératoire, s'il y a une correction nécessaire. En péropératoire, où le patient est stable à une glycémie inférieure à 10 millimoles et tout va bien, ou il a une hyperglycémie supérieure à 10 millimoles, et là, on peut avoir besoin de rajouter un peu d'insuline IVSE. Il y a des patients qui vont être très déstabilisés, qui, malgré leur injection de basal-bolus, peuvent avoir des glycémies très augmentées. Donc voilà, faites un peu d'insuline IVSE. Si la glycémie est supérieure à 10 millimoles, et puis vous adaptez le débit au protocole, ça marche très bien, ça sera sûrement des petites doses. En salle de réveil, dès le bloc opératoire, l'objectif, c'est pas tout de suite d'arrêter la seringue. On l'arrête quand le patient n'en a plus besoin. Donc quand les glycémies sont stables, stabilisées et équilibrées, c'est-à-dire autour de 10-12 millimoles, alors on va lui reprendre, avant qu'il sorte de la salle de réveil, s'assurer qu'il va avoir son insuline lente sous-cutanée à l'horaire habituel. Bien sûr, il remonte en salle de chirurgie sans son insuline IVSE. S'il mange, il va se faire un bolus pour le repas, et s'il a besoin, il va se corriger. Voilà, ça c'est le schéma basal-bolus en périopératoire. J'ai essayé de faire le plus didactique possible. Maintenant, la pompe à insuline. Donc, la pompe à insuline, toujours, vous voulez ne pas l'arrêter. Enfin, en tous les cas, mes collègues, moi, ils ne veulent jamais l'arrêter parce que c'est compliqué, la pompe. Mais attention, on ne l'arrête pas pour des chirurgies de courte durée. Donc, on va être dans ce cas-là. Vous voyez, j'ai mis un bloc un tout petit peu moins long. On a toujours notre jeûne, un peu moins long parce que le patient, c'est un bloc moins long. On compense toujours son jeûne. Et vous voyez, le goûter, je ne suis pas sûre qu'il ait pris. Donc, s'il ne le prend pas, on compense encore. Et puis, si jamais il prend un goûter, alors on réduira l'administration de glucosé. On n'arrête pas la pompe, mais on surveille. Et même si le patient a son capteur, on a vu en péropératoire, on fait des glycémies horaires. Le plus souvent, pour une chirurgie de courte durée qui est peu stressante normalement, hein, il n'y a pas besoin, un bolus sous-cutané peut suffire s'il y a une correction nécessaire. Si vraiment vous avez un patient très déséquilibré, alors on va le voir après, il faut probablement passer en IVSE, mais on le verra tout à l'heure. Donc on peut éventuellement, si besoin, faire une correction. Mais normalement, s'il est bien équilibré pour une chirurgie de courte durée, ça va. Si le patient sort de salle de réveil, donc il arrive en salle de réveil, tout va bien, et il est apte, après un temps de réveil classique, à sortir et à se servir de sa pompe et à mesurer ses glycémies. Alors, il va remonter en salle, et le soir, quand il mange, on ne lui a pas arrêté sa pompe, donc il la garde. Quand il mange, il va se refaire un bolus pour le repas et un bolus correcteur si nécessaire. Voilà, ça c'est pour la chirurgie de courte durée. D'ailleurs, il y a des prérequis à l'utilisation d'une pompe au bloc. C'est la compatibilité de la procédure. Elle doit être courte, hein, inférieure à 2 heures.
cette chirurgie est peu invasive. Il faut qu'il y ait des perturbations du contrôle glycémique qui soient non attendues. Si on est sûr que ça va être une chirurgie avec des gros contrôles, enfin, la DPC, ça c'est pas possible, hein, ça passe pas. Donc l'appareil doit être visible et accessible et hors du champ opératoire. Attention, pas de pompe s'il y a un bistouri électrique. Hein, d'accord ? Pas de pompe, on l'arrête s'il y a un bistouri. Et pas d'IRM prévu en péri-opératoire. Il faut l'accord du patient et de l'équipe d'anesthésie. Voilà, le patient n'arrive pas tout seul avec sa pompe. Il faut maîtriser du coup les schémas de remplacement. C'est le basal bolus, on l'a vu. Et puis, il faut penser que le patient il va devoir gérer précocement en post-opératoire sa pompe. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas toutes les chirurgies. On vérifie les paramètres et puis que le patient a de quoi la remettre en place si jamais elle se déconnecte. Alors maintenant, dans toutes les autres situations du patient à pompe, vous avez vu, c'est quand même pas toutes les chirurgies, on va arrêter la pompe au bloc comme on avait recommandé. Donc comment ça se passe? Toujours le même jeûne, la même compensation, la même surveillance. Et là, on arrête à l'arrivée au bloc. Hein, je ne sais pas dans quelles conditions vous travaillez, mais nous, on a des patients qui attendent un long moment sur ce qu'on appelle le parking. Ils peuvent attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures que la salle se libère parce qu'il y a eu une urgence, parce que voilà. Et donc, si on lui a enlevé sa pompe en salle de chirurgie, pendant 3 heures, il n'a plus d'insuline. Donc, on garde la pompe et c'est vous qui l'arrêtez au bloc opératoire. Enfin, le patient qui se l'enlève avant qu'on l'endorme, mais c'est au bloc, ce n'est pas en salle de chirurgie. Immédiatement, à l'arrêt de la pompe, on va prendre de l'insuline IVSE. Au débit basal. On débute au débit basal, ce dont il a besoin, il va vous le dire. Et surtout, on l'a noté dans le dossier d'anesthésie. Et puis après, quand il va être inconscient, on va l'adapter au protocole. Le patient sort en salle de réveil, on lui garde son insuline surtout, hein, tant qu'on n'a pas repris la pompe. Il est apte à se servir de sa pompe et de faire ses glycémies. On lui reprend sa pompe et puis, s'il a besoin, pour manger, il se fait son bolus et éventuellement, il se corrige. Voilà. Donc, il a sa pompe qu'on a arrêtée, mais il n'y a pas de reprise possible de la pompe parce qu'il est inapte à s'en servir, il est nauséeux, enfin, ça ne va pas, quoi. Il n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? Schéma de secours, basal bolus. Vous voyez pourquoi c'était important, le basal bolus, avec de la même façon des bolus pour le repas et des bolus correcteurs si nécessaire. Et puis, ça se passe mal, ou c'est en urgence, ou les glycémies sont non contrôlées, où il y a eu des complications post-op qui font que le patient va en réanimation. Bref, ça ne va pas. L'insuline qui a été débutée au bloc opératoire, que ce soit après un basal bolus ou après une pompe, eh bien, on la garde. Hein. Et le patient, de toute façon, il va aller en unité de soins critiques. Il ne va pas bien, le patient. On ne va pas le faire remonter en salle. Il ne va pas bien. Donc, on lui fait de l'insuline IVSE jusqu'à ce qu'on puisse reprendre sa pompe ou remettre en place un schéma basal bolus parce qu'il va mieux. Voilà. Donc, quelques situations particulières, je vais finir vite, en péri-opératoire. Donc, la boucle fermée, attention, c'est du matériel de haute technologie qui nécessite une formation. Les prestataires sont même d'astreinte 24 heures sur 24 si on a besoin. Et il faut s'assurer des modifications du débit ou de la cible le jour de l'intervention. Les enfants, on l'a vu, c'est géré par les parents, donc il faut vraiment faire avec. La chirurgie bariatrique chez le patient obèse, petite particularité, parce qu'il y en a quelques-uns ont des pompes. Attention à la restriction calorique péri-opératoire, surtout post-opératoire. Alors péri, parce que souvent ils sont mis au régime avant d'être opérés. Et puis en post-opératoire, avec une variabilité glycémique postprandiale qui est particulière, avec un pic glycémique précoce et une hypoglycémie tardive, qui est liée en fait à l'absorption accélérée du glucose au niveau intestinal, qui est un peu différente de ce qui se fait au niveau gastrique. La femme enceinte, hein, vous savez, les objectifs glycémiques sont très stricts et il faut diminuer les besoins en insuline du postpartum le plus souvent. Donc, pour la chirurgie programmée, on voit tout ça avec le diabétologue et le patient. Et en urgence, quand personne ne répond au téléphone, pas le diabétologue, le patient il va pas bien ou il est inconscient et que le prestataire, ce jour-là, il n'a pas répondu ou il ne sait pas. La seule solution, c'est basal bolus et si vraiment ça ne va pas bien, l'IVSE en service de soins critiques. Voilà. Alors,
j'ai fini, excusez-moi, on va à la quête, j'ai 2 diapos. La quête du Graal, bien sûr, c'est la boucle fermée. À quand on va avoir une automatisation complète, où même nous, on n'aura plus besoin de rien faire parce que tout sera géré. Pour l'instant, on n'arrive pas à ne pas faire d'annonce de repas et de l'activité physique. Il y a quelques essais, quelques papiers qui sortent sur l'association des agonistes du récepteur GLP1 et des inhibiteurs du SGLT2. Ça marche sur tout, hein, donc ça va peut-être marcher avec la pompe. Les données sont intéressantes. Donc dans cette étude, boucle fermée hybride et l'analogue GLP1. Et donc, ils ont comparé la boucle fermée sans les bolus repas à la boucle fermée sans les bolus repas avec du liraglutide. Et vous voyez un écrêtement, donc c'est les petits ronds blancs, la courbe du bas, un écrêtement et des pics glycémiques et des besoins en insuline par rapport aux patients qui n'avaient que la boucle fermée, qui sont en noir. Voilà. Et donc, en conclusion, on fait toujours mieux que ce qu'on connaît. Hein. Donc, il faut s'atteler à maîtriser ces protocoles. Garder la pompe, oui, mais il faut bien connaître les prérequis et les contre-indications. On ne peut pas le faire pour tous, en tous les cas, pas tout de suite. Et donc, l'équipe d'anesthésie doit savoir prendre la main, selon la durée et le type de chirurgie, ou reprendre la main s'il y a un problème technique ou des complications. On l'a vu, c'est le protocole d'insulinothérapie VSE ou le schéma basal-bolus. Et enfin, parce que c'est trop souvent, on dit on lui remet sa pompe. Oui, on remet la pompe à un patient porteur d'un diabète si et seulement si il est complètement autonome sur la gestion de son diabète. Sinon, il faut prendre, nous, le relais. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce topo très